méga tendances de fond sur lesquelles tout investisseur doit être positionné. Et ceux qui sont férus d'écologie et qui veulent un monde meilleur, commencez à regarder les chiffres, ça pourra vous aider. Donc en fonction de la boîte, on va définir la métrique clé extra-financière qu'on va reporter. Visionaries, people who are reinventing tomorrow. Bonjour et bienvenue dans Visionaires, le média de ceux qui réinventent demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Laura. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui. Donc j'ai 37 ans, je suis repeat entrepreneur et papa de 3 enfants. Oh. Voilà. Donc côté pro, j'ai créé 2 sociétés. D'abord dans la HR Tech, donc, une dans la formation en ligne et la deuxième sur les thématiques d'engagement des salariés. Et depuis 3 ans, donc, j'ai lancé Kinest, qui est du coup une fintech qui permet de flécher l'épargne vers la méga tendance qui est celle de la transformation de nos sociétés sous l'angle changement climatique. Et donc comment en fait on réinvente à la fois nos usages et nos technologies pour tout simplement rester en fait dans un cadre d'un monde qui est fini et qui a des ressources de plus en plus limitées. C'est là où on va vous mettre un premier pic, entre guillemets, c'est qu'on sépare souvent argent d'écologie. Ici, on va pousser l'idée que l'écologie va devenir un sujet très rentable pour nos amis les financiers. Donc pour ceux qui sont sceptiques, commencez déjà à réfléchir. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu plus en détail, qu'on puisse savoir quel est ton background, qu'est-ce que tu as étudié à l'école, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce qui t'a forgé ? Moi, j'ai envie qu'on puisse te découvrir en tant qu'individu. Très bien. Je vais pas faire le coup du parcours classique. Non. Mais grosso modo, dans les highlights que je peux donner, ce qui me caractérise, je pense, c'est que j'ai fait en fait une prépa très généraliste en fait, où en gros j'ai fait à la fois de la littérature, des maths, de l'éco, et ça forge en fait ma curiosité en fait sur en fait découvrir en fait tout simplement le monde qui nous entoure et comprendre en fait les enjeux de manière on va dire non linéaire et non sectorisée. Plutôt systémique. C'est ça, et avoir effectivement une approche globale. Donc ça m'a conduit en fait à lancer ma première boîte dans la formation en ligne parce que à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la compréhension, l'apprentissage. Moi-même, du coup, j'ai adoré du coup mes études, enfin notamment la prépa, et du coup, j'ai voulu tout simplement en fait pouvoir transmettre ça en fait aussi au plus grand nombre. Donc on a été la première plateforme de MOOC française qu'on a lancée en 2013 pardon. Donc ouais, la boîte s'appelle Youno. Et donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir transférer, on va dire, le concept des MOOC qui sont apparus dans les campus américains, donc avec cette idée de pouvoir se former gratuitement chez Harvard, etc. Poser ça dans l'univers de l'entreprise corporate, avec l'idée de donner vraiment le meilleur en fait de l'information, de l'éducation aux salariés. Donc j'ai développé ça pendant 5 ans, c'était hyper intéressant. Au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que j'avais moins de valeur ajoutée en tant que dirigeant, et donc du coup j'ai laissé les rênes à mon associé qui a du coup c'est humble. voilà, qui a continué du coup le projet qui existe toujours, du coup maintenant qui est une société rentable, qui a été sur laquelle on a fait des levées de fonds successives et qui aujourd'hui en fait est possédée en majorité par un fonds de capital de développement qui arrive un peu plus tard. Et moi, du coup, la fibre entrepreneuriale m'a ressaisi au bout de 5 ans. Donc, j'ai eu envie de me relancer du coup dans la création de boîtes. Donc, j'ai lancé en 2018 Brick avec le startup studio Exa, donc anciennement eFounders. Oui. Donc là, j'avais envie vraiment de jouer en fait un play très startup B2B SaaS. Et donc, avoir une deuxième expérience aussi un peu différente du coup avec ce modèle startup studio. Et donc là, c'était un SaaS du coup pour booster l'engagement des salariés, basé sur du feedback peer-to-peer, gamifié. On était connecté à Slack au début, Slack commençait vraiment à prendre dans les boîtes, c'est ça. Et donc du coup, avec une très forte viralité produit. Et du coup, on a été approché en 2020 par Swile juste avant le Covid. Parce qu'à ce moment-là, ils voulaient lancer en fait une verticale engagement. Ils étaient uniquement sur la partie bénéfices salariés, donc avec les cartes, tickets restaurants, etc. Et l'idée, c'était d'aller plus loin en fait en rajoutant toute une brique engagement pour en fait travailler l'expérience salariée dans sa globalité, pas uniquement sur l'angle avantage.
Et donc, voilà, la vision était top. Et du coup, on a accepté du coup le rachat en 2020. Ça fait deux expériences solides déjà. Voilà. Clin d'œil à nos auditeurs, on dit toujours que les entrepreneurs et les salariés s'affrontent. Là, vous avez l'entrepreneur qui s'occupe le plus des salariés que j'ai pu croiser dans mon parcours. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'était assez évident, parce qu'à partir du moment où tu scale une première boîte, donc tu vois, Youno, on est monté à un peu plus de 50 salariés. En fait, de suite, tu as les problématiques managériales et de gestion des salariés. Tu comprends que ton job, ensuite, en tant que CEO, c'est de faire en sorte que tes salariés soient au meilleur en fait, de leur performance, de leur productivité et de leur bien-être. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident que la deuxième boîte, ça devait être sur le sujet en fait, de l'engagement salarié, parce que j'ai vu ce sujet-là en fait, comme étant un sujet majeur en fait, pour les boîtes. C'est vrai qu'on voit souvent les entrepreneurs construire une première boîte et la deuxième, ils auraient aimé avoir cette boîte en ressources pour construire celle-ci. Et c'est un petit peu de la cause à effet. C'est exactement ça, et c'est exactement ce qui m'a amené du coup à Kinest dans le parcours. Et donc juste pour finir, donc je suis resté deux ans chez Swile, le temps d'implémenter vraiment ce qu'on avait construit chez Brick, donc implémenter du coup l'offre coup engagement. Et une fois que c'était implémenté, du coup, je suis sorti le jour anniversaire des 2 ans, qui était un peu le deal qu'on avait négocié. Parce que du coup, voilà, la boîte était passée de 150 à 700 et moi, j'avais envie de me relancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc à chaque fois, il y a un x3. Est-ce que cette fois-ci, on va avoir 450 personnes chez Kinest? Telle est la question. On n'y est pas encore, mais... Pourquoi pas. Même si aujourd'hui, je pense que la quantité de personnes, de salariés, a beaucoup moins de sens qu'il y a encore quelques années. Ça, on est 1000 fois d'accord. Ouais. Notamment avec l'IA. C'était pour l'humour. Ouais, on peut faire tellement plus en fait que ce que je faisais encore il y a quelques années, ou encore il y a encore beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, du coup, donc de réussite entrepreneuriale, je commençais à ce moment-là à me demander comment j'allais investir du coup l'argent de mes exits, et même si c'était des exits partiels. Et donc, du coup, je me suis lancé à fond dans l'investissement. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai regardé du coup le pain côté investisseur, de comment, en gros, comment tu définis ta stratégie d'investissement. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi, en fait, quelle finalité, quoi. Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent, ou est-ce que j'ai une finalité quand même plus long terme, etc. Et donc, là, j'ai commencé à m'intéresser effectivement à du coup, l'investissement responsable, et à faire en sorte de mettre de l'argent dans vraiment, du coup, non seulement des boîtes dans lesquelles je crois, qui ont du sens, et surtout sur des tendances de marché long terme. Là, j'ai à ce moment-là, du coup, la trentaine, quoi. Donc, du coup, je me projette sur, en gros, le temps long, 30-40 ans. Qu'est-ce qui va faire du sens le jour où j'aurai peut-être besoin de cet argent, donc peut-être plus à la retraite, etc. Bien sûr. Dans 30-40 ans, c'est quoi la thématique majeure qui, pour moi, c'est sûr qu'elle sera toujours là. Donc, en gros, 2050. Et clairement, la réponse évidente, c'est le changement climatique. Et donc, voilà, à la fois par conviction personnelle, par envie du coup d'impacter du coup ce secteur-là, et par croyance profonde que c'est une méga tendance de fond sur laquelle tout investisseur doit être positionné, j'ai décidé du coup de lancer Kinest. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Kinest, qu'on comprenne quelle est la mécanique? Ouais, Kinest concrètement, donc aujourd'hui, c'est un club d'investisseurs dont la proposition de valeur est assez simple, mais assez difficile en fait à exécuter de manière parfaite, en tout cas à bien exécuter. C'est en gros allier performance financière et performance extra-financière. Donc presque en disant ça, j'ai presque tout dit, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est pourquoi c'est difficile, et pourquoi en fait personne n'a vraiment craqué encore le sujet. C'est que déjà jusqu'à présent, tout ce qui était en fait investissement impact, investissement durable, etc., n'était pas forcément associé avec une notion de performance financière. Donc, toutes ces années de 2010, en fait, on a vu voir en fait beaucoup le développement de super initiatives. Là, il n'y avait pas la question, mais que ce soit dans l'univers associatif, dans l'économie sociale et solidaire, etc., de plein de modèles différents, qui sont des modèles qui sont indispensables pour la société, mais qui n'étaient pas forcément des modèles qui, de base, proposaient en fait un rendement, ou en tout cas une performance particulière. Et en plus de ça, il y a encore quelques années, en fait, même si on parle de plus en plus du changement climatique, on n'était pas encore à un point de quasi-bascule. De rupture. De rupture. On se rend compte que là, c'est maintenant. Et c'est resté en fait un sujet prospectif. Voilà. Là où aujourd'hui, et on le voit en fait même semaine après semaine,
typiquement, si on regarde la géopolitique actuellement, on regarde les États-Unis, on regarde Trump, en fait, on se rend compte que qu'est-ce qui sous-tend en fait, aujourd'hui ce qui se passe en ce moment, c'est des problématiques de ressources en fait. Ce n'est que des sujets de ressources. C'est des sujets de ressources, c'est des sujets énergétiques. Quand on parle de l'IA, en fait, derrière, aujourd'hui, c'est quoi l'IA en fait? C'est de l'énergie en fait. Oui, c'est de la puissance mentale, tout simplement. C'est de la puissance de calcul qui vient d'où? Qui vient de l'énergie en fait. Donc, qui dit énergie dit en fait. Ressources pour fournir l'énergie. Ressources énergétiques. Et donc, du coup, comment on fournit cette ressource sans encore plus dérégler du coup donc la planète. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on creuse là-dessus que quasiment tout peut être relié en fait à la problématique de la transition énergétique et du réchauffement climatique. Hyper intéressant. C'est là où tu pointes du doigt un pattern psychologique. Moi, je suis une grande fan de psycho, de neurosciences. C'est vrai qu'en termes de pattern psychologique, ceux qui sont dans l'écologie peuvent avoir parfois des schémas où on va idéaliser les choses, on va pas aller dans les sujets de fond, dans les sujets de pragmatisme, là où les financiers, on va les aborder comme des personnes froides. Donc tout ça, ce sont des clichés. Mais là, vous avez l'exemple avec nous d'un entrepreneur qui sait réconcilier les deux et qui sait traduire ça en bénéfice d'investissement. Donc investisseurs, commencez à ouvrir le champ vers cet axe-là. Et ceux qui sont férus d'écologie et qui veulent un monde meilleur, commencez à regarder les chiffres, ça pourra vous aider. Prochaine question, Jérémy. Pour comprendre un petit peu d'où peut venir cette appétence pour et la finance et l'écologie, est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse, de ton enfance? Est-ce qu'il y a des épisodes, des moments de vie qui sont venus planter des graines pour qu'aujourd'hui tu aies eu envie d'en faire ton sujet, un sujet qui fasse que tous les matins tu te lèves pour créer une société sur cette thématique? Vaste question et... ça pourrait faire l'objet de séances presque psychanalytiques. Mais non, en tout cas, je pense qu'il y a eu quelques moments. Alors déjà, moi, j'étais baigné assez tôt en fait, dans l'économie. Mon père adorait ça. Ouais. Du coup, il nous a parlé assez jeune. C'était aussi un boursicoteur. Donc moi, je me suis intéressé du coup. J'étais curieux en tout cas de l'univers des marchés financiers en fait, assez tôt. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est une des matières qui m'a le plus passionné en prépa notamment, c'était l'économie. Et donc ça a commencé à forger, on va dire, mon intérêt du coup sur le sujet, on va dire, finance et compréhension des mécanismes d'économie au sens large. Finalement, du coup, j'ai décidé plutôt d'aller dans l'action, parce que je pense que ça c'est mon tempérament, donc très vite, donc du coup, dès la sortie d'école, monter une première boîte, monter une deuxième boîte, et aujourd'hui, du coup, c'est ça, qui naissent. Mais grosso modo, voilà, donc ça, c'est plus sur l'intérêt côté investissement. Côté écologie, j'ai eu, je pense, mon coming out, on va dire, écologique. Je dirais que j'ai eu en 2009, donc j'ai fait un premier stage en ONG en Argentine, où c'était dans le nord-ouest argentin, près de Salta. Donc je suis resté 6 mois du coup. Donc là, c'est plus de l'entrepreneuriat social, mais du coup, ça a commencé en fait à me titiller en fait les sujets, on va dire impact au sens large plutôt. Ensuite, juste avant de monter mes premières boîtes, j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'investissement socialement responsable. Donc là, c'était une première thématique qui était là, qui sommeillait en moi. Ça, c'était en 2012. Je suis complètement bifurqué à ce moment-là parce que j'étais hyper frustré par le fait que tout le monde s'en foutait. Concrètement, en 2012, c'était juste en gros, on était le poil à gratter des investisseurs. On leur demandait des rapports ESG et à ce moment-là, tout le monde s'en foutait, quoi. Et donc, 10 ans plus tard, en 2022, quand je me suis dit, OK, je sors de soi, c'est quoi la next step, quoi? C'est quoi le prochain projet qui va juste me driver là, sur les 10-20 prochaines années? Finalement, le sujet investissement plus, on va dire, écologie, ou en tout cas, sujet de transition et vraiment réflexion assez macro sur notre futur, en fait, à quoi il va ressembler dans 30 ans, c'était assez évident, quoi. Donc ça y est... c'est très souvent le cas, d'une grande frustration naissent des missions. Et après, vous avez des entrepreneurs qui mouillent le maillot tous les jours pour donner vie à des concepts qui répondent à ces besoins. Et la frustration personnelle est un très bon levier. Jérémy, à l'échelle de ton secteur, quelle empreinte tu aimerais laisser dans 10, 20, 30 ans? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi, non pas d'un plan narcissique, mais pour avoir vraiment contribué à tout ça? Je pense que en gros, on veut être le point de bascule. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années qu'on parle d'investissement responsable
Et en fait, la réalité, c'est que personne n'a encore craqué en fait, vraiment le sujet, à la fois d'intéresser les gens qui s'y intéressent pas. Typiquement, aujourd'hui, bon, forcément, on a une cible naturelle des personnes qui s'intéressent à l'écologie, donc ça, c'est assez évident. Voilà. Mais nous, demain, ce qu'on veut faire, c'est que on veut en fait réorienter en fait une grosse partie de l'épargne mondiale en fait sur ces sujets parce qu'ils sont tellement importants que en fait on peut pas les traiter avec juste quelques millions ou même quelques milliards. C'est là on parle vraiment de les sommes en jeu en fait c'est plutôt des centaines de milliards ou même des milliers de milliards en fait à allouer en fait sur ces sujets-là. Et donc c'est vraiment un sujet très très grand et il y a tellement de choses qui sont mal faites et qu'on a l'impression en tout cas qu'on peut être en capacité pour pouvoir craquer en fait à la fois le sujet du point de vue on va dire technique parce qu'en fait quand on parle de fintech en fait il y a forcément plein de pain points en fait techniques qui empêchent les gens par exemple ne serait-ce que juste d'allouer une partie de leur assurance vie par exemple ou de leur PEA ou de leur PER etc dans nos thématiques là. Enfin il y a une espèce de membrane hermétique en fait aujourd'hui entre les grosses sommes d'argent qui sont en jeu et en fait tout simplement le financement de projets qui ont vraiment du sens. Et donc il y a un premier truc à craquer qui comment on arrive à vraiment flécher des gros montants en fait sur ces sujets-là. Ensuite il y a un sujet vraiment d'expérience utilisateur qu'on veut craquer. Donc aujourd'hui on est autant une boîte je veux dire tech produit qu'une boîte en fait d'investissement et c'est vraiment le fait d'allier les deux, d'allier en fait une expérience d'investisseur. Enfin, on veut proposer la meilleure expérience d'investissement du marché, y compris en se benchmarkant avec des fintechs qui sont, on va dire, classiques du point de vue finance, pas forcément en fait axés sur la thématique environnementale. Et ce qu'on veut rajouter en plus, c'est cette dimension du coup d'impact extra-financier pour qu'en fait, tout simplement, l'investisseur puisse se rendre compte que non seulement il peut le faire avec un bénéfice financier, mais que derrière, concrètement, son argent a un impact sur la transformation de nos sociétés et que cet impact-là, surtout que ça ne soit pas du greenwashing, que ça soit vraiment quelque chose qui puisse être vérifiable, auditable. Donc du coup, on arrive aussi à changer du coup la manière dont les gens voient, par exemple, la communication aujourd'hui extra-financière qui est aujourd'hui très mal perçue parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus et malheureusement une méthodologie pas suffisamment robuste sur la manière vraiment d'évaluer l'impact de ce qu'on finance, quoi. Voilà, donc peut-être à 10-20 ans, c'est vraiment se dire, ok, là, il y a eu Kines en fait, en 2025 qui a permis en fait, de changer, 2026 même. Là, on enregistre en janvier. Mais on a été parmi les phares de lance et peut-être potentiellement un des points de bascule qui a permis qu'en 2035, en 2040, on soit complètement tourné vers... que ce soit évident en fait qu'il faut investir dans une économie décarbonée et que ce soit même plus un sujet en fait. Voilà. Oui, que ce soit. Il y a un sujet de vulgarisation, d'éducation, il y a un sujet d'accessibilité à ce levier-là. Donc, comme on pourra acheter, je sais pas, des cryptos, des ETF en quelques clics, l'idée c'est qu'en allant sur ta plateforme, on puisse se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux purifier l'eau de mer, je veux investir dans des véhicules plus responsables, et qu'on puisse y aller, si je comprends bien. Alors, ça peut être ça en approche directe. Donc là, sur vraiment un play, on va dire, plus B2C, et du coup, de faire en sorte que les investisseurs viennent effectivement directement chez nous. Mais on a aussi une approche indirecte. C'est-à-dire que, évidemment, comme notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment en milliards ou en dizaines de milliards, ça peut pas être on peut pas être uniquement sur une approche B2C. Enfin, c'est même Revolut, etc. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'exemples en fait, d'entités qui ont réussi en 10 ans en fait, à flécher des dizaines de milliards. En fait, Donc, ça va forcément passer par une approche indirecte, donc avec une manière de se plugger aujourd'hui, en tout cas aux grands gestionnaires d'actifs. Et parce qu'on a un produit différenciant, parce qu'on a une approche différenciante et parce qu'on a une expérience d'investisseur différenciante, on va pouvoir tout simplement être l'acteur qui est référencé en fait, dans les grands catalogues en fait, d'épargne, que ce soit d'épargne salariale, que ce soit côté assurance vie. Et donc, du coup, c'est ça qu'on essaie de craquer en fait. C'est être là où l'épargne est aujourd'hui. Et l'épargne aujourd'hui, elle est bloquée en fait dans des livrets, en fait, dans des poches d'épargne qui sont très réglementées. Donc du coup, derrière le sujet fintech, il y a aussi tout un sujet forcément juridique et réglementaire qu'on est en train de craquer pour tout simplement s'implanter là où ce soit même plus une question en fait, limite
nous, notre rêve, c'est que l'investisseur, il sache limite même pas qu'il investisse avec Finesse, en fait. C'est juste parce qu'en fait, on est implanté, en fait, au niveau des grands asset managers, que derrière, en fait, on va pouvoir impacter réellement l'économie réelle. Donc, on peut imaginer un monde où les grands groupes d'assurance, les cabinets de gestion patrimoine réorientent leurs clients sur des produits qui atterrissent dans ta solution technologique. Exactement. Ok, j'espère que vous nous avez bien entendu. Merci pour la réponse à cette question. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier jusque-là, depuis que tu as créé Kinest ? Est-ce qu'il y a eu un projet qui t'a marqué spécifiquement sur une levée particulière ? Est-ce qu'il y a eu un échange avec un interlocuteur ? Quelque chose là qui te vient, putain, je suis fière. Je pense qu'un de nos accomplissements, c'est d'avoir en fait en très peu de temps réussi à développer en fait un produit au standard du marché. Très peu de temps, c'est quoi ? En quelques mois. Okay. En gros, on a développé notre plateforme de financement en quelques mois. Et je dirais au bout de 2-3 mois, on a été au standard en fait, des acteurs du marché sur le on va dire le marché du financement participatif. Okay. Donc ça, c'est la vélocité. Ouais. Ça nous a permis du coup notamment de nouer un partenariat avec un des plus gros acteurs du marché qui est Team for the Planet. Et donc, je pense que ça a permis de démontrer à la fois notre vélocité, notre capacité d'exécution et notre sérieux. C'est de bon augure pour la suite puisqu'en fait on va très vite. Clairement, et on le démontre en fait, on essaie de le démontrer tous les jours. Si tu regardes les autres épisodes, il y en a qui sont multi-investisseurs, qui ont des fonds d'investissement, il y aura des épisodes de gens qui ont levé avec Team for Planet. Donc je pense qu'il y aura plein de connexions à faire avec les autres invités. Donc toi Jérémy, tu es investisseur et entrepreneur, donc l'idée de ce média aussi c'est d'aller vulgariser le fonctionnement des entreprises qu'on reçoit. Comment ça marche une boîte qui fait de la fintech ? Alors, il y a effectivement différents modèles de fintech. Nous, aujourd'hui, dans l'univers de la finance, on est principalement sur une classe d'actifs qui s'appelle le private equity. C'est-à-dire qu'en fait, on propose en gros d'investir dans des boîtes non cotées, donc plutôt early stage, grosso modo des boîtes qui ont entre 1 et 10 ans. Et ça, aujourd'hui, finalement, c'est un marché qui est encore très confidentiel. Aujourd'hui, très grande... peut être initié, clairement. Voilà. Parce que, historiquement, c'est des marchés qui sont peu accessibles, parce que, grosso modo, il faut... soit beaucoup d'argent, soit un gros réseau pour pouvoir rentrer en fait sur des tours de financement qui sont par définition privés parce que tant que la boîte n'est pas cotée en bourse en fait, il faut être un insider en fait pour avoir accès en fait à l'information on peut pas découper en toute petite part et au projet. Et donc là, ça fait quelques années qu'il y a des acteurs qui essaient de démocratiser du coup l'accès au private equity. Donc nous, on prend notre part à ça, dans le sens où on permet du coup d'investir dans cette classe d'actifs à partir de 500 €. Là où jusqu'à présent, c'était généralement le ticket minimum, c'était plutôt autour de 100 000 € pour des raisons notamment des contraintes réglementaires. Oui. Mais aussi tout simplement d'expérience utilisateur et d'intérêt d'appétence pour le public en fait sur ce marché-là. Et donc nous, notre modèle économique, c'est principalement lié à la facturation des investisseurs. Oui. Donc on prend un frais à l'investissement qui correspond en fait à tout notre travail de sourcing des projets et de validation de la pertinence des projets sur le plan à la fois financier et extra-financier. Okay. Puisqu'on a toujours cette double double loupe, on va dire. On reçoit, pour donner un ordre de grandeur, on reçoit à peu près 20 dossiers par mois et on n'en propose que 1 par mois à l'investissement sur la plateforme. Donc, il y a tout ce travail en fait, de sélection, de tri qui est hyper important. Ensuite, tout le travail de négociation des conditions. On a toujours les mêmes conditions que des fonds VC. Ça permet de sécuriser aussi les business angels. S'il y en a certains qui nous écoutent, je pense que quand on est business angel, il y a toujours un moment où entre humains on se fait avoir parce qu'on n'a pas les mêmes conditions, parce que comme on est petit, on va pas négocier les mêmes conditions que par exemple les fonds d'investissement. Alors que comme nous on agrège en fait tous les entre guillemets les minoritaires sur un véhicule, en fait on va avoir à la fin la taille en termes de financement d'un fonds d'investissement. Souvent en fait on va arriver avec le même montant qu'un fonds d'investissement, donc on va pouvoir négocier les mêmes conditions. Ça, c'est hyper important parce que ça va driver une bonne partie de la performance. Donc, il y a votre filtre humain à vous en tant qu'entrepreneur, investisseur expérimenté et cet effet de masse parce qu'on arrive à plusieurs. Exactement. Donc, on négocie les meilleures conditions. Et à la fin, le dernier sujet sur lequel on apporte vraiment de la valeur, c'est sur le suivi du coup, des participations. Nous, on demande une place au board. Donc, on s'est investi dans la gouvernance de l'entreprise. Et ensuite, on a toute une dimension de reporting en fait, financier, extra-financier, qui est hyper important pour la plupart de nos investisseurs parce que notamment pour ceux qui veulent investir pas uniquement pour des raisons financières mais aussi pour la dimension impact, en fait c'est des investisseurs qui ont besoin de sentir que concrètement
ce qu'ils ont financé a permis de contribuer à tel ou tel milestone côté soit tech, côté commercial, etc. Et nous, on essaie de traduire ça en indicateurs assez spécifiques, que ce soit au niveau carbone, ça va être la tonne de CO2 évitée, par exemple. Et sinon, après, on a d'autres métriques. Ça peut être au niveau du nombre de bornes de recharge électrique installées. Ça peut être au niveau du nombre de litres d'eau évités, sauvés par l'efficacité de tel ou tel système. Donc, en fonction de la boîte, on va définir la métrique clé extra-financière qu'on va reporter. Ce que je trouve génial, c'est que quelque part, quand on vous confie une partie de nos économies, ça devient un levier financier, oui, mais on gagne en maturité entrepreneuriale, on gagne en maturité sur comment on va bien investir l'argent, on va peut-être comprendre pourquoi vous avez sélectionné cette entreprise et pas une autre, et on va gagner en maturité sur les sujets écologiques parce qu'il y a ces reporting, il y a toute l'intelligence qui va avec. Donc vous faites vraiment du transversal sur ces sujets-là, et c'est pas pour vous saucer, mais j'en ai pas croisé beaucoup sur le marché. Il y a plein d'acteurs financiers qui sont assez pertinents, des plateformes qui savent faire du participatif, il y a des organismes publics qui savent donner des chiffres sur l'écologie, mais aider les gens à progresser eux-mêmes dans leurs compétences là-dessus, en les déchargeant de je dois faire cette expérience moi-même, j'investis dans un plan foireux, je confie mon argent à une plateforme, je sais pas où ça va. C'est quand même assez cool aussi sur ce point de vue-là, quoi. C'est enrichissant parce qu'il y aura du ROI derrière pour les projets qui marcheront le mieux, mais c'est enrichissant quand on est investisseur aussi. Moi, je serais plus rassurée, entre guillemets, de prendre mes gains et de les mettre dans les mains de quelqu'un qui a ces 3 sujets où j'apprends sur ces 3 leviers, que de me dire voici un gros VC ou un gestionnaire de patrimoine, prends mon argent et fais des choses avec, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. On va aller dans les sujets un poil moins cool. Quels sont les défis en ce moment qui sont inhérents à ton secteur d'activité ? Est-ce qu'il y a des barrières à casser ? Est-ce qu'il y a des sujets technologiques qui vous mènent la vie dure ? Qu'est-ce que tu vas avoir à surmonter dans les prochains mois pour que Kinest cartonne ? Grosso modo, en tant que FinTech, on a deux sujets principaux. Les sujets vraiment technologiques, effectivement. Il y a énormément de sujets à craquer à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on touche en fait à plein de sujets, en fait. Des sujets bancaires, des sujets vraiment purement d'expérience d'investissement. En fait, on touche au private equity, qui est une classe d'actifs qui n'est pas évidente à traiter parce que contrairement à d'autres, notamment sur les marchés cotés, il y a une très faible transparence de l'information. Donc, ça, typiquement, c'est un exemple en fait, de sujet qu'on est en train de craquer aujourd'hui. C'est comment on arrive en fait, à transmettre l'information de manière fiable aux investisseurs, sachant qu'il n'y a pas d'obligation de reporting pour les boîtes non cotées, contrairement aux boîtes cotées. Voilà, ça, c'est un exemple par exemple, spécifique sur cette thématique tech produit. Et derrière, sur le deuxième point, c'est effectivement, il y a une grosse thématique légale. La réglementation, c'est l'enfer dans ces sujets. Réglementation et aussi de barrer à l'entrée, pour le coup, des gros acteurs, pour le coup, que ce soit les banques ou les asset managers qui forcément érigent des barrières à l'entrée, notamment réglementaires. Et donc, voilà, ça, c'est le deuxième pendant, on va dire, de notre activité, qui également essaie de craquer, en fait, ces sujets-là pour s'assurer que derrière, on soit en capacité de pouvoir disrupter quelque part ce marché-là et donc, du coup, de casser les monopoles qui existent aujourd'hui et qui, malheureusement, en fait, quelque part, empêchent vraiment de flécher massivement, en fait, d'aller vraiment pénétrer le marché, quoi. C'est ça. Là, c'est l'entrepreneur qui parle, mais j'imagine que sur un plan plus commercial, si vous y allez en force à faire la guerre aux asset managers, comme tu disais, ça va mettre plus de temps à passer. Et tu dois avoir un gros sujet politique et commercial d'aller un peu prêcher la bonne parole pour que les gens soient plus sensibles à tes sujets, pour que tous ceux qui vont vous prescrire, quelque part, vous prescrivent. Comment tu vas gérer ça au quotidien ? Petite question rajoutée, mais c'est pour ma curiosité personnelle. Alors déjà, non, enfin, on ne veut pas se mettre à dos les asset managers. En fait, on va bosser avec eux. Ouais, l'objectif, de toute façon, c'est d'avoir une distribution indirecte, et notamment passer par eux, qui sont les grands assureurs, etc., qui, en gros, aujourd'hui, gèrent en fait, le gros de notamment de l'épargne des Français et autres. Donc non, l'objectif, c'est de bosser avec eux. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir également être dans un degré d'innovation en fait à la fois produit et aussi informationnel, notamment sur le fait de pouvoir réellement reporter la donnée par exemple extra-financière qui aujourd'hui n'est pas fait, le simple fait de faire ça va nous permettre en fait d'avoir un produit complètement différenciant qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché et qui est recherché.
Là, tu parlais de comment on va convaincre les gens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a fait suffisamment de feedback, d'interviews à la fois utilisateurs et marché pour savoir que la demande est là. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs finaux sont en demande de ça, mais la solution n'est pas encore là, en fait. Donc nous, on a une très forte conviction que là, c'est ce qu'on est en train de développer cette année, mais le jour où on sort vraiment des produits d'épargne assez massifs, ils vont trouver en fait des leviers de distribution parce que en fait non seulement les utilisateurs finaux sont en demande, et du coup derrière forcément aussi les asset managers ou autres acteurs sont également intéressés par proposer ce type de produit. Voilà. Après la question c'est pourquoi eux ne le font pas. Et ça c'est du coup une partie des sujets qu'on a, qui est justement de craquer, notamment du point de vue produit, parce que les autres acteurs historiques n'ont pas réussi à craquer. Après voilà, moi j'ai vu en fait dans certains nombre de boîtes, donc notamment chez Swile, à qui j'ai revendu Brick. Swile c'est un bon exemple, quoi. Ils sont arrivés sur un marché qui était trusté par quatre acteurs, et donc ils ont réussi en 2 ans en fait, en ayant le bon go-to-market et la bonne stratégie produit marketing en fait à disrupter ce marché-là. Donc c'est possible, et donc voilà. Il y a pas d'enjeu. On a de la place pour y arriver. Ouais. On est dans le I don't chase, I attract. Le produit est tellement innovant et sexy quelque part que vous faites parler de vous-même. Si je comprends bien, il n'y aura pas à aller convaincre cette manne de personnes pour qu'ils soient adoptés. Il y a déjà une base d'investisseurs qui est complètement convaincue. Maintenant, après nous, notre enjeu, c'est aussi de convaincre ceux qui ne sont pas encore totalement convaincus par les sujets d'écologie, réchauffement climatique, etc. Et l'idée, c'est aussi de les convaincre sur une approche purement aussi rationnelle de l'investissement. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, quelles sont les méga tendances. En fait, quand on les regarde, en fait, il n'a pas 36. Et même si en fait, on n'est pas un fervent défenseur de l'écologie, on peut se dire que d'ici 20-30 ans, ça restera en fait un sujet. Ce sera très rentable. Voilà. C'est ça qui est intéressant. On arrive aux questions signature. Si tu étais un super-héros, lequel serais-tu ? Personnage de fiction accepté. Alors, je serais une héroïne. Ah, la tête de surprendre. Ouais. Lyra Belaka, qui est en fait l'héroïne d'une trilogie que j'ai adorée, qui en fait est sortie en même temps que Harry Potter, mais qui a eu un peu moins de succès parce que je pense qu'ils se sont fait un peu battre sur le volume. C'est ça. C'est la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de Lyra qui traverse en fait différents mondes en fait. C'est des univers qui sont imbriqués. Ouais. Et donc du coup, derrière, il y a le sujet vraiment de l'exploration, de la curiosité, et derrière je sais pas, c'est quelqu'un qui est très orienté sur une mission en fait aussi. Voilà, très forte aussi, avec un drive du coup très puissant. On fera le parallèle de manière évidente. Et je trouve ça intéressant aussi que ce soit typiquement les deux vraiment trilogies sont sorties en même temps qu'Harry Potter, et du coup j'aime bien en fait, finalement c'était 98-99 et donc c'est, je pense, une des rares aussi héroïnes aussi forte, avec une personnalité aussi forte, donc c'est assez inspirant. Ouais. En termes de personnalité, elle est comment cette héroïne justement ? Comment tu la décrirais ? Intrépide, courageuse, drivée vraiment sur non pas uniquement sur la finalité, mais aussi sur certaines valeurs en fait, telles que l'amitié par exemple. C'est un drive très fort où elle va jusqu'à aller dans le monde des morts pour sauver un de ses amis. Voilà. Ok. On est dans la bravoure à fond. Et si tu étais un personnage historique, lequel serais-tu ? En scientifique, je dirais Tesla. C'est pas pour la marque de voiture, mais c'est parce que du coup... C'est pour vieux Nicolas. Non, mais c'est de se dire en fait finalement que du coup c'est l'inventeur alors je suis pas un expert, mais du courant continu finalement qui a été... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça a été... c'est le courant alternatif qui en fait a été développé au XXe siècle. Là on revient sur le courant continu. Et un peu pareil finalement quand tu regardes la voiture électrique, c'est qu'au départ en fait les premières voitures c'était voitures électriques au début du 19e. Finalement on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas la technologie nécessaire pour développer ça tout de suite, donc on est passé sur le moteur thermique. Et c'est intéressant de voir que finalement c'est un inventeur qui est quelque part qui est en avance en fait sur les autres, quoi. Un avant-gardiste, on comprendra le lien aussi. On arrive sur la dernière question de cette interview. Si tout était possible, sans limite de temps, d'argent, de pouvoir, et que tu étais immortel,
qu'est-ce que tu ferais avec Kinest ? J'ai envie de paraphraser un président actuel que je ne tiens pas forcément en grande estime, mais je résolverai le problème du réchauffement climatique en 24 heures. Non, ça c'est plus la boutade, mais c'est pour dire que en vrai, actuellement en fait, on a les solutions qui existent pour décarboner. On pourrait avoir en fait les moyens nécessaires pour le faire rapidement. Donc certes, on ne le ferait pas en 24 heures, mais en fait, s'il y avait une vraie volonté politique et sans vraiment, ne serait-ce qu'avec peut-être 10% du PIB mondial, on pourrait être sur une trajectoire en fait peut-être pas confortable, mais en tout cas beaucoup plus confortable qu'on l'est actuellement sur notamment la trajectoire de réchauffement. Donc voilà, je ferai en sorte qu'on vote un budget mondial de quelques dizaines de milliers de milliards, qui en fait n'est pas énorme en fait à l'échelle planétaire, pour juste mettre en place les solutions qui existent actuellement et les faire passer à l'échelle. C'est vrai qu'on a tout dans les mains maintenant, c'est comment on réoriente le flux financier pour financer tout ça. Donc voilà, il y a un sujet de on met l'argent au bon endroit et tout est possible. On reçoit ici beaucoup d'entrepreneurs qui œuvrent pour ces causes-là, bientôt dans le monde entier. Donc à votre échelle, vous pouvez en parler à des personnes, repartager ces contenus, en parler à de plus gros acteurs privés ou non, pour aller leur faire avoir le déclic. Merci à toi Jérémy, et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de Visioners. Cet épisode vous a été proposé par Brainologist, votre marque de compléments alimentaires pour la santé cérébrale, qui vous offre 20% de réduction avec le code Visioners.